RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Naïma Mouchou. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes ministre des Outre-mer. Vous êtes aussi proche d'Édouard Philippe du parti Horizon. Merci d'avoir accepté donc notre invitation. La pression monte dans les territoires ultramarins. La vie chère dans les Outre-mer est une bombe sociale structurelle. Et la hausse des carburants fait craindre à nouveau des émeutes. Qu'avez-vous à proposer aux députés ultramarins pour lutter contre la hausse de l'essence et qui vous demandent de faire des gestes? D'abord, c'est un sujet de préoccupation pour moi, évidemment. Bien sûr. Parce que, au-delà des prix du carburant, on sait que c'est une condition de vie tout court pour nos compatriotes ultramarins qui sont déjà très affectés par la vie chère dans ces territoires. Et donc, c'est un sujet que je surveille de très près. Nous sommes très vigilants. Nous organisons des réunions très régulières pour surveiller cette hausse des prix du carburant, à laquelle nous apportons d'abord des réponses très directes et très immédiates. Ce sont les plus de 300 millions d'euros qui ont été mobilisés à destination des pêcheurs, des agriculteurs, des transporteurs, du secteur du BTP désormais, mais aussi des travailleurs modestes, de ceux qui roulent beaucoup, notamment professionnellement. C'est une aide de 50 euros. Parce qu'il n'y a pas beaucoup désormais. Dans les Outre-mer, il y a moins de transport public qu'en métropole. Oui, mais il y a aussi des pêcheurs, il ne faudrait pas qu'ils restent à quai, ou des artisans dont il ne faudrait pas que les chantiers s'arrêtent. Et il y a aussi des gens qui travaillent. Et pour le coup, la voiture, c'est le moyen de transport le plus emprunté par nos compatriotes ultramarins. Donc ils seront directement, eux aussi, subventionnés grâce à ces aides. Elles sont en train d'être mises en place, parce que ce qui compte évidemment, c'est la mise en œuvre concrète. Et comme je l'ai dit, parce que nous regardons la situation. Mais ça rentre, dans la somme globale. Absolument. Nationale. Là, vous ne parlez pas Français. stricto sensu. Voilà. Je parle des Français. Des Outre-mer, d'accord. Au titre desquels, bien sûr, les Outre-mer rentrent en ligne de compte. Nous ne fermons pas la porte à des mesures qui seraient peut-être demain davantage ciblées. En fait, ce que nous regardons, c'est comment le conflit est en train d'évoluer. Aujourd'hui, le prix des carburants est en deçà dans les territoires ultramarins de ce qu'il est dans l'Hexagone, un peu en dessous de 2 euros en moyenne. Ça, c'est le premier point. La fixation des prix du carburant est un peu différente aussi dans les territoires ultramarins que dans l'Hexagone, ce qui a permis d'ailleurs, et ça c'est un point important, d'amortir le choc au mois de mars. Au mois de mars, en Hexagone, il y avait déjà cet impact de hausse. Mais dans les territoires, parce que les prix sont réglementés, fixés le premier du mois par rapport au mois précédent, au mois de mars, on a amorti le choc. Alors, on regarde de près, on continue à suivre la situation. S'il faut d'autres aides à destination plus spécifiquement, eh bien, on en discutera. Je veux dire, le Premier ministre est très vigilant, lui aussi. On ne se ferme aucune porte. Alors, il y a cette demande, on le voit aussi en métropole, de la gauche qui demande de taxer les super-profits, notamment de Total. Et les élus ultramarins, eux, demandent spécifiquement de taxer ces super-profits pour aider en Outre-mer. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable pour vous, pour le gouvernement ? Alors d'abord, c'est un débat légitime qui a déjà existé, c'est pas nouveau. Oui, j'ai été parlementaire, j'étais de l'autre côté, j'ai participé à ce débat au moment notamment de la guerre en Ukraine, où on a connu cette tension sur les prix de l'énergie. Donc c'est légitime d'en parler. Taxation des surprofits de ces entreprises en fait qui ont fait des profits extraordinaires alors qu'elles n'ont pas investi dans la recherche par exemple, elles n'ont pas mis d'argent qui expliquerait qu'elles aient engrangé davantage que d'habitude. Mais attention, ça ne réglera pas la question, parce que cette question de la prix, d'abord, ce ne sera pas satisfaisant, ça ne rapportera pas assez pour couvrir, j'ai envie de dire, cette hausse des prix du carburant. Mais dans les territoires ultramarins, il faut prendre un peu de hauteur. Il y a la question des carburants, mais il y a tout le reste. Oui. Je parlais de la vie chère tout à l'heure. Oui. Je pourrais parler aussi de la dépendance au pétrole importé, parce que là, on parle de territoires éloignés qui subissent l'insularité, qui subissent aussi l'éloignement. Donc les réponses, elles sont à chercher ailleurs. Elles sont à chercher dans comment on améliore la transition pour ces territoires, comment on dépend moins du pétrole. Donc il faut développer les énergies renouvelables, le solaire, la géothermie. On a du potentiel et on agit. Et parallèlement, comment on lutte contre la vie chère en général,
C'est un texte que j'ai porté au Sénat et que je continue à enrichir. J'essaye de muscler, de l'adapter encore davantage. Et on agit. J'étais en Guyane encore il n'y a pas très longtemps. J'ai signé un accord justement pour essayer de faire contenir ces prix sur les produits de première nécessité. Donc vous voyez, il y a une panoplie d'actions qui est à mener qui ne peut pas être uniquement la question du surprofit. Vous êtes en train de nous dire que vous ne restez pas les pieds dans le même sabot, c'est ça? Ben oui, je crois que les réponses, elles doivent être multiples. On verra. Alors, donc vous avez remplacé Manuel Valls au ministère des Outre-mer. Donc, sur la Nouvelle-Calédonie, votre prédécesseur a négocié ce qu'on appelle les accords de Bougival sur l'identité calédonienne. Et le 2 avril dernier, les députés à Paris ont adopté une motion de rejet pour refuser la discussion du projet de révision institutionnelle pour introduire cet accord dans la Constitution. Donc ça a fait pchit. Comment aujourd'hui sortir de l'impasse? Parce que pareil, la Nouvelle-Calédonie est un sujet explosif. Je rappelle qu'il y a eu une vingtaine de morts, ou 14 morts, je ne sais plus exactement, vous corrigerez, voilà, dans des émeutes il y a peu de temps. Donc c'est un sujet que vous regardez de près. Et comment régler ce problème, j'ai envie de dire, assez compliqué? Ma boussole, c'est le territoire qui ne va pas bien, et ma boussole, ce sont les Calédoniens. C'est pour ça qu'on a proposé ce processus de Bougival aux parlementaires. Le texte a été adopté au Sénat, texte qui est le fruit d'un compromis entre les forces politiques, je le rappelle, et qui n'a pas été adopté par l'Assemblée nationale. Vous l'avez rappelé, il a été rejeté. Mais ça ne met pas... Parce que les enjeux sont importants. Mais oui, les enjeux sont fondamentaux, absolument. Mais ça ne met pas un coup d'arrêt, c'est ça qui est important. Les discussions se poursuivent. Elles sont engagées, menées par le Premier ministre lui-même. Nous poursuivons la discussion avec tous les partenaires calédoniens. Quand je dis tous, c'est FLNKS compris, les indépendantistes compris, pour essayer de trouver une issue. Parce que le statu quo, ce serait l'impasse. C'est la pire solution pour le territoire. Parce que le statu quo, c'est pas la neutralité, oui. Et moi, j'alerte là-dessus. Le statu quo, c'est l'incertitude. Et l'incertitude en Calédonie, c'est mauvais. C'est mauvais parce que ça ravive les tensions, ça ravive les crispations. Ça n'offre pas de perspective. Et moi, ce que j'entends, c'est pas des discussions institutionnelles. Ce que me disent les gens, les familles, c'est que ils veulent pouvoir des emplois, ils veulent pouvoir ouvrir des magasins tous les jours, ils n'ont pas envie d'avoir à fermer, ils veulent pouvoir se projeter. Et donc, c'est à ces questions-là que nous devons répondre collectivement. Ce que nous disons, c'est que l'État sera toujours présent. Nous, on n'escamote rien du débat, tout est sur la table pour essayer de trouver une solution. Alors, qu'est-ce qui a été escamoté? Parce que est-ce que Manuel Valls, votre prédécesseur, a fait du bon travail avec les accords de Bougival? Dans une interview le 7 avril, il estime que l'échec de cette motion est un camouflet pour Emmanuel Macron et que c'est le président de la République qui est responsable du blocage actuel. Est-ce que vous considérez que Manuel Valls a fait un bon boulot avant que vous arriviez, ou pas? Je vais être très clair. Manuel Valls, parce qu'il a été dégagé quand même. Manuel Valls, comme tous mes prédécesseurs, ont beaucoup contribué à la reprise du dialogue entre les partenaires calédoniens. Et c'est ça qui compte. Oui, il a lui-même contribué à ce que les forces politiques puissent se reparler. Et ça, c'est une bonne chose. Alors, le fait est que, quand Manuel Valls a été aux responsabilités, il a permis la signature de l'accord de Bougival, mais duquel s'est retiré assez rapidement le FLNKS. Et quand j'ai repris ce dossier, pour parler rapidement, quand je suis arrivée aux responsabilités, ma mission, l'objectif que m'a confié le président de la République, c'était de renouer le dialogue. C'est ça qui est important. Et donc, j'ai pris le temps, je suis allée sur place, je me suis déplacée pour essayer de retisser le fil. Ce que j'ai réussi à faire. Puis le président de la République a convié les partenaires en janvier à Paris pour essayer de trouver la voie du compromis, notamment avec les indépendantistes. Ils ont malheureusement refusé de revenir à la table des discussions. Mais Bougival était toujours là, réunissant 5 forces politiques sur 6. Donc ça, c'est un travail qui ne doit pas être jeté à la poubelle. Il y a des bases solides de discussion. Maintenant, il faut qu'on trouve les voies et moyens avec les partenaires calédoniens d'envisager un accord. Alors, avant de parler de politique intérieure, enfin c'est aussi de la politique intérieure bien sûr, mais de politique politicienne on va dire, le gros sujet sur Mayotte, le gros sujet qui préoccupe les habitants de Mayotte, c'est l'immigration en provenance des Comores. La loi du 12 mai 2025 impose que les 2 parents justifient de 3 ans de résidence régulière pour que leur enfant né à Mayotte
accèdent à la nationalité française. Donc un durcissement. Concrètement, 1 an après, avez-vous un bilan et pensez-vous que cela dissuade des traversées mortelles qu'on voit souvent? Vous savez, Mayotte, c'est un territoire extraordinaire. Il faut être fier que Mayotte soit dans la République. Mais c'est aussi un territoire où des Français vivent une pression qu'assez peu de territoires subissent. Et il y a la pression démographique, et il y a la pression migratoire. Et donc, tout ce qui peut contribuer à lutter contre cette pression, à faire en sorte de désenfler cette pression, est bon à prendre. Et j'ai participé comme parlementaire au vote de cette disposition hier, que je porte aujourd'hui comme ministre, et qui effectivement est un durcissement des restrictions d'accès à la nationalité. Le décret vient de paraître, il entre en vigueur demain. C'est efficace ou pas? Il entre en vigueur demain. Donc effectivement, mais les résultats viendront. Mais en attendant, nous agissons. Nous avons lancé l'opération Kingia. Opération d'ampleur pour le territoire. 200 policiers et gendarmes, 1700 reconduites à la frontière, des logements insalubres qui ont été détruits parce que nous sommes persuadés que le territoire ne peut se construire ou ne peut se reconstruire que si, en parallèle, nous agissons aussi sur les questions d'immigration d'un côté, sur les questions de sécurité de l'autre. Alors, on passe à la politique politicienne. Vous êtes donc une proche d'Édouard Philippe, ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, qui a pris ses distances depuis un petit moment avec le président de la République. Dans les sondages, il est apparu comme le seul pouvant battre le Rassemblement national. Alors, où situer Édouard Philippe, soit dans la continuité d'Emmanuel Macron ou dans une véritable alternative? Alors, Édouard Philippe est d'abord Édouard Philippe, parce que on ne se définit pas par opposition ou vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Je crois que ça, c'est une erreur. Ce qui nous importe avec Édouard Philippe et avec Horizon, c'est d'abord proposer un projet aux Français et d'avoir une vision et de ne pas rentrer effectivement dans ces polémiques qui consistent à critiquer les uns ou les autres. D'ailleurs, on aura un bilan à défendre, c'est bien une sûr. Stratégie, parce qu'on Retailleau qui s'est fait élire par les sympathisants des Républicains comme candidat, parle beaucoup. Et Édouard Philippe est assez silencieux, parce qu'il a le sens. C'est le bon timing en politique, partir pas trop tard, ni trop tôt? Alors, c'est vrai qu'il fait ce que font assez peu d'autres candidats ou candidats putatifs, c'est qu'il refuse la précipitation, et il a raison. Un candidat à la présidentielle n'a pas vocation à répondre à tout, à être omniprésent, à s'inscrire dans les donc il joue la rareté, c'est ce que vous êtes en train de dire. Ce qui l'intéresse, c'est d'abord de travailler, c'est d'aller au contact des Français, ce qu'il fait quotidiennement. Il était la semaine dernière dans le Finistère, cette semaine à Toulouse. Nous nous voyons à Reims ce dimanche avec les cadres, avec les élus Horizon, pour poursuivre justement ce travail commun. Ce qui nous intéresse, c'est un projet pour les Français. Et donc de discuter du travail, du sérieux budgétaire, de la question de la sécurité, de l'école, de la justice. Voilà quelle est notre responsabilité. Mais qu'est-ce qu'il a de le plus projet et l'incarnation par un homme. Qu'est-ce qu'il a de plus que Bruno Retailleau, que, je ne sais pas, Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand, ou même d'un Gabriel Attal? Qu'est-ce qu'il a de plus que tous ces hommes-là? Moi, c'est pas comme ça que nous réfléchissons. D'accord. Moi, je côtoie Édouard Philippe depuis 2017, quand il a été Premier ministre du Président de la République. Je l'ai vu à l'œuvre. Je l'ai vu dans la gestion des risques et des crises. Je peux vous dire il a la stature. Il a la stature d'un chef d'État. Il a les qualités. Et aujourd'hui, nous constituons une équipe autour de lui et un projet pour justement aller toucher les Français. Parce que ce que je sais, moi, je veux que les autres le sachent aussi. Et rassembler pour avoir une majorité après. Mais bien sûr. Aux législatives. Absolument. Or, on voit qu'on est dans un paysage politique complètement éclaté. Oui. On a vu le résultat des législatives, de la dissolution. C'est quand même, ça va être le casse-tête du prochain président ou présidente de la République, c'est d'avoir une majorité. Bien sûr, ce sera difficile. Nous savons bien que ce sera difficile. C'est à nous d'aller convaincre. C'est à nous d'aller convaincre. Et donc, c'est à nous de faire des constats lucides, d'apporter des solutions pour faire comprendre aux Français que ce qui nous intéresse, c'est bien leur quotidien à eux, pas les petites polémiques, pas les autres. Ouais. Effectivement, c'est d'abord la France et les Français, la vision qu'on a pour eux. Alors, dimanche soir, vous l'avez peut-être entendu, Jean-Luc Mélenchon a annoncé sa candidature sur TF1. Est-il un opposant crédible ou un facteur de blocage dans la vie politique ? Or, Jean-Luc Mélenchon, c'est un politique aguerri et talentueux d'ailleurs. Hein. Il sait s'exprimer, il sait saisir
les colères, mais il porte un projet auquel je suis profondément opposée. Ça, c'est, vous dire, ça c'est la certitude. C'est celui de la Nouvelle-France. Oui. Et ce projet de la Nouvelle-France, c'est une idée très simple, et c'est une idée aussi simple que dangereuse d'ailleurs. Hein. Pourquoi ? Parce que c'est l'idée que nous serions dans un pays qui ne serait plus un peuple, mais une addition de communautés. Donc nous serions une France fragmentée. Nous serions une France dans laquelle on vous explique que vous êtes une origine, une identité, une histoire, une couleur. Pour vous, c'est du communautarisme. Mais oui, mais absolument. Absolument. Non c'est le modèle anglo-saxon, modèle anglo-saxon. Mais qui n'est pas notre culture et qui ne me convient pas. On ne peut pas être réduit à une couleur de peau, à une religion, à une ethnie. Et pourtant, la société est de plus en plus mixte. Mais en plus, ce que dit Jean-Luc Mélenchon, c'est vous êtes ceci et restez-y. Restez dans ce cadre et dans ce périmètre. Est-ce que vous vous rendez compte ? Moi, ça me choque d'abord parce que je suis l'inverse du discours qu'il tient. Oui. Et nous sommes nombreux. Mes parents sont la première génération. Moi, je suis la première génération née ici. Mes parents sont migrants d'origine marocaine. Okay. Mon père était agent d'entretien en hôpital. Ma mère était femme de ménage. Si la France de Jean-Luc Mélenchon avait existé au moment où j'ai grandi, je ne serais pas là devant vous aujourd'hui. Hein. Je serais toujours dans mon logement social dont j'aurais probablement hérité de mes parents. J'aurais pas eu l'audace de me dire que je pouvais devenir avocate. L'audace de peut-être me présenter au suffrage pour devenir élu de la nation comme député et aujourd'hui ministre de la République. Vous pensez que cette nouvelle France, c'est cantonner les gens là où ils sont ouais. C'est exactement le discours qu'il tient. Mais regardez Bali Bagayoko. C'est la France Master Poulet. Oui, mais Bali Bagayoko, il est devenu maire de Saint-Denis. Oui, mais regardez ce qu'il dit. Bali Bagayoko, il tient exactement ce discours-là. En défendant justement, je venais vous parler de Master Poulet. Il est en train de dire à des gens, parce que vous êtes originaire de tel quartier ou de tel pays, ou que sais-je, alors il faut manger de cette manière-là, il faut vous exprimer de cette manière-là, il faut être de tel bord politique et pas de tel autre. Il faut se rendre compte. Donc c'est un concept heureusement que la République, c'est pas ça. Moi, la République m'a pas assigné, elle n'a pas assigné nos compatriotes. Au contraire, elle nous a élevés. Alors oui, ça demande un peu d'effort, et ça, c'est normal. Mais ça, c'est fondamental. On ne peut pas dire à des jeunes, vous devez rester là où vous êtes, parce que là, vous les condamnez. Oui, mais est-ce que, comme Éric Zemmour ou le Rassemblement national, on peut dire qu'il y a une France blanche, chrétienne, qui doit le rester ? Est-ce que ce n'est pas un combat d'arrière-garde aujourd'hui ? Mais ni l'un ni l'autre. Voilà. Ni la Nouvelle-France, ni le grand remplacement. La France tout court, la France telle qu'elle existe aujourd'hui. Et à ces communautés aussi, il faut qu'on le dise. Moi, je souhaite pour mes compatriotes des quartiers qu'ils puissent s'émanciper et s'élever. Je ne souhaite pas qu'ils restent coincés dans les quartiers. C'est pas ça un projet d'émancipation. Vous voyez, Jean-Luc Mélenchon, il juxtapose les colères. Il se dit aujourd'hui, il me manque 400 000 voix, je vais jouer bloc contre bloc et je vais essayer de s'en saisir. Et moi, c'est l'inverse. Je veux un destin commun pour les Français. Merci Naïma Mouchou. Merci d'être passée sur le plateau de France 24 et RFI. Merci à Flore Simon et à Camille Néran d'avoir préparé cette émission. Et merci à toute l'équipe technique. À très vite.